Le panel est intitulé Repenser la sécurité responsable à l'ère du numérique. Il s'appuie non simplement sur les thèmes que nous avons couverts cette semaine, mais également sur les thèmes de 2019, avant la COVID. Donc, c'était bon d'avoir un panel sur l'ère du numérique en ligne. Nous avons choisi ce thème en particulier car le paysage technologie est en constante évolution, et surtout du secteur de la sécurité privée. Et rien qu'au cours des dernières années, la surveillance, le contrôle, l'introduction de l'intelligence artificielle et le mouvement numérique des fonds et des ressources ont considérablement modifié le travail des entreprises de sécurité privée. Alors, comment la technologie pourrait-elle transformer le secteur de la sécurité privée? Quelles questions cela soulève-t-il quant à la responsabilité des normes internationales avec l'adoption de technologies avancées par les entreprises de sécurité privée? Comment aider et surveiller les entreprises de sécurité privée afin de garantir une utilisation responsable de la technologie dans le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international? Les questions sont thématiques. Si nous nous appuyons sur les commentaires des deux panels que nous avons eus au cours de cette semaine concernant la migration et le contrôle aux frontières. Et ceci comporte des risques. Plus de recherche est requise afin de comprendre l'utilisation de ces technologies peut avoir un impact et quelles sont les mesures de sécurité que l'on peut mettre en place. Nous avons également parlé de ces questions sur la façon dont les nouvelles technologies peuvent avoir un impact sur les sociétés de sécurité avec de nouveaux services. L'accès aux nouvelles technologies nécessite une formation des employés et ces deux panels nous ont déjà donné une idée de l'impact de ces questions pendant ces panels. Il y a quatre intervenants qui vont nous parler de ces questions techniques et nous parlerons de concepts plus pragmatiques également sur ce thème particulier. Permettez-moi de vous présenter très rapidement avant de donner la parole à notre première intervenante. Par ordre inverse, nous avons Anna Leander, professeure de relations internationales, de sciences politiques à l'Institut universitaire de hautes études internationales et le professeur également à l'Université catholique pontificale de Rio de Janeiro. Et c'est bon de vous avoir avec nous. Merci. Anne-Marie Bouzatou, qui a travaillé avec nous également avec le DECAF, qui est vice-présidente et directrice des opérations de Fondation ICT for Peace. C'est bon de vous avoir également avec nous dans ce panel, Anne-Marie. Tobias Fassner, chef du programme Sécurité et droit au Centre de politique de sécurité de Genève, le GCSP. Merci d'avoir pris du temps pour être avec nous dans ce panel. Et enfin, nous avons également Chris Kwaja, maître de conférence Center for Peace and Security Studies, CPSS, Modibo Adama University of Technology et également membre du groupe de travail de l'ONU sur l'utilisation de mercenaires. Je vais donner la parole aux intervenants maintenant par ordre inverse et les présenter et donner la parole tout d'abord à Chris Kwaja, si vous me le permettez. Chris, j'aimerais vous demander de mettre l'accent sur le rapport qui a été publié par le groupe des Nations Unies sur l'utilisation des mercenaires avec l'impact des mercenaires dans les sociétés et les sociétés militaires et de sécurité qui utilisent ce genre de personnel. Vous allez avoir 10 minutes. Chris, vous avez la parole pour votre présentation. Thank you very much. Merci beaucoup, Jamie, de cette occasion qui m'est offerte au nom du groupe de travail sur les mercenaires. J'aimerais vous remercier de cette occasion magnifique qui m'est offerte pour l'Assemblée générale de l'ICOCA. Et ceci est une occasion pour les groupes de travail
d'engager les membres de l'ICOCA et le monde de façon générale pendant cette période afin de vous faire part d'idées sur certaines des questions clés que le groupe de travail sur les mercenaires a présentées lors de la 26e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a examiné essentiellement la cybersécurité, les mercenaires et les acteurs relatifs aux mercenaires dans le cadre de l'impact sur sur les droits humains de cette activité. Nous avons examiné les sociétés militaires et de sécurité dans cet espace qui, euh, euh, avec l'impact de ce qu'elles font dans le cyberespace. Nous avons mis l'accent tout particulièrement sur les implications des droits humains de ces acteurs dans le cadre des activités à but lucratif que ces acteurs privés dans lequel travaillent ces acteurs et avec l'utilisation des technologies et la façon dont les connaissances sont transférées par le biais de ces technologies dans le monde, dans le cadre d'hostilité ou dans un cadre d'environnement non conflictuel en faisant référence à des questions de violation, y compris les droits de personnes à l'autodétermination et dans certains cas également la loi humanitaire internationale. Nous allons examiner le cyberespace dans le cadre de ce que l'on appelle la nouvelle scène géostratégique avec une nouvelle catégorie d'acteurs engagés dans ce domaine et qui sont engagés dans la cybersphère par le biais de différents domaines. Et lorsque l'on examine la mutation de l'évolution des conflits armés contemporains, des nouvelles formes de technologies de guerre et l'avancement rapide des technologies numériques, nous pouvons observer l'impact profond de ces activités dans le monde, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de voir quel est le développement et l'utilisation de ces technologies avec un impact direct sur la vie des civils. Et le domaine militaire s'appuie de plus en plus sur les technologies numériques et ces acteurs privés se trouvent au cœur de cette demande car ce sont eux qui sont impliqués dans la production de même que le déploiement de ces technologies. Euh, et certains services, certains cyberservices offerts par par ces acteurs comprennent justement des services militaires et de sécurité avec un engagement direct de l'État ou hors de l'État, avec dans des relations variées que nous observons dans les opérations cybernétiques. Et ces acteurs réalisent des rôles ou des responsabilités ou des missions qui comprennent, par exemple, la conduite d'opérations offensives ou défensives, la protection de leurs réseaux et de leurs infrastructures, et des cyberopérations pour détruire les réseaux des adversaires, l'interférence, la dégradation, la destruction des systèmes informatiques ou des réseaux et l'exfiltration de l'information. Ces cyberservices sont également offerts en dehors du contexte des conflits armés. Par exemple, il y a la question de la collecte et de la surveillance du renseignement et de la collecte de données dans ce domaine et également le maintien de la sécurité. J'ai identifié 5 catégories de ces cyberacteurs en termes de catégorisation autour de la logique de type d'activité ou dans lesquelles ils sont impliqués. Tout d'abord, tout ce qui concerne les cyberunités ou les cybercommandements qui sont intégrés dans les forces armées officielles et beaucoup d'entre elles sont décrites dans le cadre
de ce que l'on appelle la lutte de l'information dans le cyberespace. Nous avons des acteurs en dehors des forces armées officielles, notamment des entités hors de l'État qui ne sont pas intégrées dans les forces armées, mais qui offrent des cyberservices aux États et en leur nom. Et la troisième catégorie sont les entités d'affaires ou des entreprises privées de cybersécurité, des logiciels privés, des sociétés de technologie et de logiciels privés travaillent en collusion avec les gouvernements et leur permettent d'accéder aux informations et réalisent des programmes de surveillance. La quatrième catégorie est liée aux groupes de menaces persistantes avancées. Ce sont des groupes ou des acteurs criminels qui sont engagés dans toutes les questions de pénétration des systèmes de cybersécurité des États, de même que la possession de capacités d'attaque pour la réalisation de l'opération de cyberopérations à grande échelle. Et pour la dernière catégorie que nous avons identifiée, il s'agit de cybermilices et ce sont également qui sont impliqués. Ces cybermilices comprennent différentes organisations de volontaires avec des cyber-experts qui vendent des informations qui sont relatives aux vulnérabilités des logiciels des adversaires ou des cybercriminels qui détiennent des données d'entreprise sous forme de mécanismes d'extorsion. La réglementation des cyberservices pour le groupe de travail sur la base de ce que nous avons pu observer dans le monde et en raison de la nature opaque de ce marché, les informations relatives aux relations entre les sociétés qui élaborent et vendent les cybercapacités et leurs clients sont limitées car en raison de cet aspect opaque et d'absence d'ouverture, tout particulièrement lorsque vous examinez la vaste gamme de produits et de services qui sont offerts et qui sont disponibles sur le marché ouvert, qui sont prises en compte lorsqu'il s'agit de tenir compte de la réglementation des cyberservices. Le marché des cybercapacités d'attaque est en pleine croissance, très rapide, et est soumis à très peu de réglementation, ce qui offre une occasion pour les acteurs de réaliser des profits significatifs. En conséquence, de nombreuses sociétés militaires et de sécurité privées conventionnelles développent des divisions de cybersécurité en raison de ces opportunités qui existent. Quelle que soit l'origine, les prestataires de cybersécurité, de plus en plus de sociétés de sécurité et militaires privées, travaillent main dans la main avec les gouvernements nationaux et deviennent des extensions du pouvoir de l'État et sont donc considérés comme comme travaillant au nom des mercenaires travaillant au nom de ces États. Et beaucoup refusent de prendre des positions de première ligne pour le déploiement de ces capacités. Donc, les acteurs privés deviennent les groupes ou les entités qui sont prêts à offrir ce type de service. Nous avons examiné également toute la question de responsabilité et dans le contexte de la redevabilité. Et pour le groupe de travail, les États, que ce soit par commission ou omission, rendre obscure leur implication dans des opérations, dans des cyberopérations cachées, en recherchant une influence stratégique par contournant leurs responsabilités dans le cadre du droit international, y compris les violations et les abus commis par les acteurs non étatiques recrutés à cet effet. Cette préoccupation est encore plus exacerbée par les cyberopérations qui
et qui mine de façon significative les droits humains. L'utilisation de mercenaires pose un défi particulier de responsabilité pour les abus qui se produisent par le biais du cyberespace, notamment dans les différentes juridictions. Et ces cyberactivités compliquent la détermination de la responsabilité d'une attaque, ou du moins n'empêchent pas les États de leurs obligations dans le cadre du droit international. Et c'est quelque chose que nous soulignons fortement lorsque nous présentons cela à l'Assemblée générale, le fait que les États ont une responsabilité directe et une redevabilité lorsqu'il s'agit de leur rôle, notamment en dehors de l'externalisation euh, à des acteurs privés. En termes d'impact sur les droits humains et sur les groupes spécifiques, les cyberactivités ont la capacité de causer des violations sous différentes formes. Par exemple, le droit à la vie, la question également des droits économiques et sociaux, la liberté d'expression, la confidentialité, le droit à l'autodétermination. Et des groupes spécifiques sont affectés de différentes façons par ces activités, essentiellement les femmes et les filles, les défenseurs des droits humains, les migrants, les leaders de l'opposition, les journalistes et les personnes LGBTI dans le monde entier. Comment garantir la transparence et la coopération dans le cadre de ce que les sociétés militaires et de sécurité privées offrent? Pour aborder ceci, il est donc essentiel de demander plus de transparence et de contrôle des pratiques, y compris les procédures, les normes et les procédures de transparence qui soient claires et sans ambiguïté. Nous appelons une confiance et une coopération entre les groupes de parties prenantes en termes de responsabilité dans l'écosystème numérique afin de revoir et de réformer les cadres existants, les mécanismes existants qui abordent les entrepreneurs de sécurité privée à l'ère numérique, en mettant tout particulièrement l'attention sur les droits humains et les cadres humanitaires et l'implication de la société civile. Le rôle joué par l'ICOCA dans ce contexte est pertinent en termes d'établissement de normes par l'ICOCA et la façon dont les réglementations ou les questions de réglementation qui abordent la responsabilité et la redevabilité des acteurs impliqués dans l'offre de services dans ce contexte est tout à fait pertinent. Et toute la question de mise en œuvre accrue au-delà des États, lorsqu'il s'agit d'États, d'organisations internationales et de secteurs privés, il faut toujours continuer à demander à l'ICOCA et aux membres dans les pratiques de passation de marché et d'obligations contractuelles. Cette question est tout à fait pertinente, non seulement pour l'ICOCA et ses membres, mais également pour les acteurs qui sont soit les bénéficiaires ou d'une certaine façon sont victimes du déploiement ou de l'application de certains de ces outils de cyberservices, car parfois il est possible que ces outils, que ces cyber-outils soient déployés à des fins pacifiques, mais il y a parfois des conséquences inattendues associées au déploiement de ces outils avec des normes d'exploitation bien claires qui offrent des lignes directrices de contrôle. Eh bien, je pense qu'une organisation telle que l'ICOCA peut mettre cela en place. Nous avons également offert 6 recommandations qui devraient être examinées. La première est liée, Chris, c'est Jamie. Peut-être que pour ces recommandations, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais vous donner 1 ou 2 minutes simplement pour conclure. D'accord, merci. Ça me prendra 2 minutes seulement. En termes de recommandations, donc nous avons parlé des études qui doivent
ne plus recruter, utiliser, financer et former des cybermercenaires. Ils doivent interdire ce type de conduite et cela doit se faire part du droit national et avoir des réglementations efficaces des sociétés militaires et de sécurité privée. Deuxièmement, une transparence accrue dans le processus d'engagement afin que cela soit ouvert et transparent. Également, l'État ne doit plus invoquer les préoccupations de sécurité nationale comme raison pour restreindre l'accès à ces informations. Nous avons évoqué également la nécessité d'élaborer le contenu d'un cadre réglementaire international sur les sociétés militaires et de sécurité privée, sur la question d'offres de cyberservices. Nous avons abordé également la nécessité de réfléchir de façon critique sur la façon dont les États peuvent concrétiser la transparence en ce qui concerne l'engagement de services d'appui militaire, tels que pour les cyberopérations et autres services associés. Nous avons également abordé le fait que les États devaient enquêter, poursuivre et sanctionner les violations du droit humanitaire international qui résultent des activités des sociétés militaires et de sécurité privée, des mercenaires qui sont impliqués dans l'offre de ces services où des infractions ou des violations des droits humains sont enregistrées et notifiées. Merci. Merci beaucoup, Chris. C'était un bon résumé d'un rapport très long. Est-ce que vous avez ce lien pour le rapport? N'hésitez pas à le mettre dans la boîte de discussion ou si vous pouvez l'envoyer au secrétariat, nous pourrons le mettre dans la boîte de discussion également. Ainsi que les participants pourront télécharger ce rapport. Je ne vais pas résumer ce que vous avez dit parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été évoquées, mais il y a eu la question de transparence et les expériences de l'aspect militaire également qui a été abordé et la question de surveillance et de collecte de données avec les entités et la responsabilité des entités responsables. Également, les cybermercenaires, ceci est intéressant. Comment cela peut être utilisé au cours de ces prochains mois. Ce sera très intéressant de noter cela. Et il y aura des collègues qui examineront cela pour comprendre ce que cela nécessite. Merci, Chris. C'était fantastique. Et nous essaierons de partager le lien du rapport. Ensuite, nous allons maintenant passer à Tobias Westner, car le groupe du travail sur l'utilisation des mercenaires a parlé des sociétés militaires privées et a mis l'accent sur les cyber-sociétés essentiellement. Et Tobias a une longue expérience en matière d'intelligence artificielle et d'expérience militaire. L'expérience que nous avons dans ce domaine comprend également le domaine des entreprises privées. Donc, vous allez aborder ces problèmes et à partir de votre expérience, si vous avez une présentation PowerPoint, n'hésitez pas à la partager. Merci. Merci beaucoup, Jamie. Merci beaucoup de ces mots. Merci de m'avoir invité à ce panel très intéressant. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Là où vous vous trouvez, je suis très heureux d'être avec vous et parmi vous. Comme Jamie l'a dit, je vais partager donc mon écran et merci beaucoup. Et comme Jamie l'a dit, je vais mettre l'accent au cours de ces 10 prochaines minutes sur l'utilisation militaire de la technologie liée à la technologie et à l'intelligence artificielle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais examiner
le cadre normatif qui a été utilisé et appliqué, etc. Et à partir de là, nous examinerons les questions qui émanent de là et les lacunes potentielles et les solutions qui pourraient être prises en compte par le secteur privé avec les idées pour l'avenir. J'essaierai d'être très bref. Donc, je parlerai d'abord du côté cyber et ensuite de l'intelligence artificielle. Et puis, je vous donnerai des idées, des recommandations à ce sujet pour conclure. Pour commencer par les cyberopérations, vous connaissez certainement la présentation de Chris. Les cyberopérations militaires existent déjà depuis quelque temps. Il y a eu une cyberguerre entre la Géorgie et la Russie. Et, et cela est réalisé pour certaines opérations. Nous savons également, et nous y avons fait référence également, que le terme cyberopération militaire est trop limité, car il s'agit essentiellement de cyberopérations militaires appuyées par les États, réalisées par des mercenaires généralement. Et donc, cela est très présent. Et la composante militaire, comme le cybercommandement, est limitée, mais en tout cas, cela complète autre chose. Pour la réponse normative, les États réalisent que nous devons avoir un cadre normatif pour ces cyberopérations militaires. Un grand nombre d'États maintenant reconnaissent que nous avons un cadre juridique comme le droit humanitaire international et beaucoup d'États, mais des États qui ont des pouvoirs militaires. Mais il y a toujours un mais, et ce mais est qu'il existe des États comme la Chine et la Russie, par exemple, qui ne reconnaissent pas ceci. Donc, nous sommes en 2021, bientôt en 2022, et nous n'avons toujours pas de cadre normatif universel appliqué. Il y a encore un autre mais, du point de vue normatif, même les États qui sont d'accord avec ceci, même ces États, donc, il n'y a pas d'accord sur le fait que les données civiles sont considérées comme un objet à prendre en compte dans le cadre de ce droit. Nous avons donc ceci qui est au cœur des cyberactivités, des sociétés numériques que nous avons actuellement. Et cette question est le résultat. Le résultat, donc, est qu'il y a un flou juridique concernant cette question très importante de cyberopérations militaires. Et donc, ceci est mauvais, même si vous avez des problèmes avec la COVID, eh bien, même si vous avez perdu l'odorat avec la COVID, vous pouvez sentir que cela sent réellement mauvais. Et il faudra donc essayer de protéger les civils et les infrastructures. Donc, c'est un aperçu, bien entendu. Et la question qui se pose est que c'est un processus dirigé par les États, c'est un cadre normatif, il y a des lacunes. Existe-t-il des actions potentielles et qui pourraient être réalisées par le secteur privé et les sociétés de sécurité privée? En fait, il y en a 4 et la plus claire est d'élaborer des méthodes alternatives pour réaliser les cyberopérations. Donc, essayez d'élaborer des méthodes où vous pouvez faire la distinction entre conséquences de ce que vous réalisez. Un autre aspect, avec les cybermercenaires ou
les sociétés privées qui sont impliquées dans ces opérations et euh, de ne pas utiliser de données civiles ou d'aider à ces opérations. Donc, les données de civils consistent en un problème ici et ne sont pas euh, protégées par le droit international. En fait, il y a un intérêt à protéger ceci car une donnée est la monnaie actuelle et ceci est très important. Et les sociétés de high-tech sont préoccupées par la collecte et le stockage de ces données. Et donc, il y a un intérêt à renforcer la cybersécurité dans ce domaine. Et bien entendu, il faut des efforts collectifs pour renforcer la cybersécurité et il existe une pression pour un cadre normatif plus protecteur. Pour protéger donc les données. euh, euh, Donc, ce sont les 4 points les plus importants qui font partie d'un ouvrage. Si vous avez besoin de plus de détails à ce sujet, cet ouvrage pourra être consulté. J'aimerais maintenant passer au renseignement à l'intelligence artificielle militaire pour les activités, pour les cyberactivités. L'intelligence artificielle est très importante, mais nous n'avons pas encore cette technologie utilisée au-delà de certaines activités ou de certains laboratoires, mais cela doit être discuté. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle est importante dans la sphère militaire. Et cela est pertinent pour le contrôle des drones et d'autres activités, comme vous pouvez le voir sur la droite également. Et la coordination et l'utilisation de l'intelligence artificielle commence, comme nous l'avons vu en Israël pour Gaza. Combien de pouvoirs décisionnels pouvons-nous déléguer dans ce domaine? Encore un bref aperçu du cadre normatif avec les États qui pensent aux principes d'éthique comme l'OTAN, l'Australie, qui ont adopté notamment des principes éthiques conformément aux principes du groupe d'experts qui travaillent, des Nations unies qui travaillent à Genève sur ce thème. Vous pouvez voir, et ce n'est pas un seul document, c'est en fait ce qui émerge des différentes réflexions. Tout d'abord, comme principe, vous avez la responsabilité, la redevabilité qui est responsable. Deuxièmement, en vert, vous avez la fiabilité, la question de solidité du système. Troisièmement, vous avez en turquoise l'équitabilité, c'est-à-dire est-ce que ce système est biaisé ou non. Quatrièmement, la traçabilité en bleu foncé. La question qui se pose est, est-ce que vous pouvez bien comprendre ce qui est fait ou est-ce que c'est juste une boîte noire? Et le dernier, le plus important, la gouvernabilité. Ceux d'entre vous qui connaissent bien les débats sur ce type d'armes, vous devez savoir comment nous pouvons influencer et superviser ces systèmes du point de vue humain. Nous avons donc des principes éthiques mis en place et un grand mais est que les États occidentaux
qui ces principes, applique ces principes, mais il y a n'ont pas encore appliqué ces principes, mais il y a encore un autre. Plus vous parlez aux personnes, et plus les personnes vous disent ne savent pas ce que cela signifie. C'est un véritable problème ici. Donc, nous en sommes au tout début et il faudra d'autres étapes, mais là, nous en sommes vraiment au début. La question qui se pose, le secteur privé peut-il avoir un rôle à jouer dans ce domaine? Tout d'abord, la première réponse est tout à fait claire. Bien entendu, il existe des solutions techniques à trouver pour la mise en œuvre de ces principes. Ils existent, ces principes, ils ont l'air bons, bien, ils ont été réfléchis, mais la question, comment les mettre en œuvre? Et c'est donc la question de la technique pour pouvoir réaliser cette mise en œuvre. Deuxième réponse, et ceci est tout particulièrement intéressant, il faudrait élaborer ses propres principes éthiques, euh, ne pas simplement déléguer cela aux États qui doivent être préoccupés par ceci. Troisièmement, élaborer des normes techniques, par exemple l'IEEE, qui est une entité qui travaille dans le domaine civil, qui réalise des progrès dans ce domaine. Mais comme pour les principes éthiques, de façon générale, cela est tiré pour application sur les civils de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a une quatrième réponse, s'abstenir de travailler avec les États qui n'ont pas de cadre normatif approprié, que vous jugez qui n'est pas approprié. Donc, ces lacunes normatives doivent être discutées dans le cyberespace. Ce sont donc des idées qui nous permettront peut-être d'avancer. Un dernier message. Je pense que le secteur privé détient les clés de ces technologies. Il peut apporter un changement dans l'industrie. Et ce sont les sociétés, le secteur privé qui développent ce secteur. Ils ont l'expertise requise et le secteur privé détient donc les clés pour l'utilisation de ces technologies. J'espère ne pas avoir été trop long. Donc, selon moi, le rôle n'a pas encore été bien joué par les entreprises, pas suffisamment joué par les entreprises en tout cas. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Tobias. Merci beaucoup. Je suis heureux d'avoir entendu les 5 recommandations et aussi les points par rapport au secteur privé. Donc, vos commentaires ont rejoint les commentaires de Chris et j'ai vu 3 fils qui ont émergé et qui vont être qu'il n'y a pas de cadre normatif et c'est une grosse lacune qui émane des nouvelles technologies. Et le deuxième, c'est le rôle de joué par le secteur privé en termes de leadership, prendre la responsabilité et prendre des actions soft pour adresser ce problème par rapport au cyber. Et Anne-Marie, maintenant, va parler du perspective de son travail en s'engageant avec des acteurs privés. Si vous pouvez nous dire quels sont les problèmes dont vous faites face, peut-être il y a quelques exemples, et comment pensez-vous que le secteur
privée pourrait adresser ceci. Et donc, si on peut avoir vos recommandations, vous avez la parole, Anne-Marie. Nous pouvons déjà voir le partage. Voilà, très bien. Si vous pouvez activer votre micro, Anne-Marie. Merci, Jamie. Dans cette présentation, je suis heureuse de participer et Chris a soulevé des points très importants que nous sommes en train de considérer et dans mon travail, je l'ai aussi rencontre et je voulais dire que je suis heureuse d'être là et ça fait 3 ans que j'ai déjà participé à l'assemblée passée et je suis vraiment heureuse de rencontrer toute cette liste, même si c'est virtuel, mais nous espérons que très bientôt nous allons nous rencontrer physiquement et je voulais maintenant parler d'un angle un peu différent. La montée de ces nouvelles technologies pose bien sûr des défis pour le secteur de la sécurité privée et vraiment c'est aussi un souci pour notre organisation qui est ICT4 Foundation et ça fait 18 ans que nous essayons de voir comment la technologie pourrait être utile pour la paix, pour des buts de paix et aussi pour sécuriser l'espace cyber et comment vraiment profiter de ces technologies sans risque. Mais comme vous l'avez vu, ce n'est pas le cas. On voit de plus en plus un manque de sécurité dans certains endroits. Il y a différents types d'attaques. Il y a aussi la violation des droits de l'homme. Et donc, il y a aussi une prolifération de plusieurs activités, plusieurs types d'activités qui sont menées. Il y a d'autres services qui sont offerts en ligne et aussi il y a un manque, disons, d'un cadre ou peut-être il y a un échec d'avoir traduit les obligations existantes, les normes juridiques et les responsabilités ainsi que des actions implémentables qui auraient pu être appliquées dans cet espace de cyber. Et c'est un grand défi, encore une fois. Et avant, qu'est-ce qui a été fait? Qui sait qui le fait? Quels sont les acteurs impliqués dans ces activités? Quel type d'activités sont en train d'être conduites? Et quel genre de données qui ont été collectées? Et cela pose toute une série de défis qui requièrent d'ailleurs de bien comprendre la situation et regarder plutôt dans les détails. Anne-Marie, si vous pouvez désactiver, voilà. Merci. Si on voit un petit peu maintenant, on va dire que les termes sont aussi un défi par eux-mêmes, parce que les termes ne sont pas clairement définis, il y a beaucoup de zones grises qui posent beaucoup de confusion et le manque de clarté pose vraiment un problème. Et si par exemple on parle des services de sécurité privée traditionnels, plusieurs membres de l'association d'ICOCA, même vous utilisez des softwares, des hardware dans les services de sécurité et dans tout ce que nous faisons d'ailleurs, dans toute activité aujourd'hui que nous faisons et nous menons dans notre vie. Mais il y a un nombre aussi de sociétés privées qui augmentent, qui offrent des services de cybersécurité et cela a été mentionné aussi par Chris dans sa présentation. Il y a plusieurs services qui sont offerts
système. Aussi, un autre point, c'est le nombre qui augmente d'applications et de programmes software et qui sont développés par des services de sécurité privés. Quelques exemples, par exemple, sont des applications qui vont donner une carte de la construction et du building où les agents travaillent et ceci qui aussi permet de donner un exit de secours en cas de problème. Il y a aussi plusieurs applications relatives de sécurité dans différentes zones qui sont utilisées par des clients sur la base d'un service d'abonnement. Donc, il y a réellement beaucoup d'applications qui sont développées, utilisées et commercialisées dans les offres des sociétés de sécurité privée et qui, bien sûr, ont pour objectif de rendre les choses plus sécurisées et assurer la sécurité. En même temps, il y a, en utilisant ces applications, il y a beaucoup de données qui sont générées et souvent ces données sont stockées ou utilisées pour des buts souvent qui ne sont pas clairs. Et c'est une question qui est ressortie plusieurs fois et qui est ce manque de transparence. Ce type de silence où on a l'impression que l'information disparaît ou elle est stockée et on ne sait pas qui c'est qui possède cette information. Donc ça pose quelques petits soucis. Et à cause de cette situation où il y a une explosion de services et d'activités qui sont offertes par ce service de la sécurité privée, mon organisation a mené une étude appuyée par le département des Affaires étrangères pour faire une cartographie du secteur pour comprendre ce qui se passe. Là, je voudrais mettre en exergue quelques points qui sont ressortis par cette recherche qui a été menée dans les services de sécurité privés. Nous avons vu des évaluations de menaces cyber, des sécurités de systèmes du contrôle industriel. Et là, c'est très important parce que les systèmes de contrôle industriel contrôlent nos infrastructures et nos installations cruciales. Et aussi, le positionnement de positionnement sécurisé de cyber, la navigation, l'utilisation de technologies sans fil, l'utilisation de drones, d'autres robotiques dans les services de sécurité, le biométrique, le développement d'applications aussi pour la sécurité du personnel et en général les services de cybersécurité qui ne sont pas clairement définis. C'est un terme assez large qui peut signifie plusieurs choses et c'est pour cette raison que je pense qu'il y a un manque de clarté sur ce qui se passe. Si je peux expliquer ce cybersécurité, je vais dire c'est les types de sécurité pour sécuriser les systèmes, nos ordinateurs et d'autres systèmes informatiques contre toute attaque et pour protéger les données qui se trouvent dans le système. Mais encore une fois, ce terme peut donner plusieurs interprétations et va aussi alimenter ce manque de clarté. Et cela, clairement, pose beaucoup de défis. Aujourd'hui, vu que nous utilisons tous des programmes, des ordinateurs, des smartphones qui utilisent des algorithmes et qui collecte beaucoup de données et même beaucoup plus de données que nécessaire.
Et cela pose bien sûr beaucoup de craintes, beaucoup de soucis. Il y a aussi le manque de transparence par rapport à la collecte de ces données et ses utilisations. Et je pense aussi que c'est pas toujours clair de ce qu'on collecte comme information. Nous avons bien sûr beaucoup de terminaux, beaucoup d'ordinateurs qu'on utilise pour naviguer. Nous avons notre email, nous envoyons des messages, des informations. Et il y a beaucoup d'informations qui sont collectées par ces systèmes. Et c'est pas toujours clair. On ne sait pas qu'est-ce qu'on collecte, qui a accès à cette information. Et qu'est-ce qui est fait avec cette information? Donc, ainsi, il y a un manque de normes cohérentes relatif à cette information et comment les stocker. Il y a aussi un manque de consensus sur les cadres réglementaires existants qui s'appliquent. Donc, il y a aussi un problème, le manque de consensus sur les applications par rapport à l'application de la loi humanitaire. Et cet espace de cyber est vraiment un grand défi par rapport à tant d'autres. Il y a un manque de consensus lors des discussions internationales. La semaine prochaine, par exemple, il va y avoir la réunion de le groupe de travail des Nations Unies. Ils vont regarder beaucoup de choses pour savoir comment contrôler et réglementer sur une certaine mesure et nous donner aussi un cadre de contrôle pour ce contrôle cyber. Jusqu'à présent, ça a été une discussion dominée par les États, même s'il y avait la participation de sociétés, de la société civile, d'universitaires, des techniciens, d'experts. L'ICT for Peace a été aussi active dans cette discussion. Nous avons appelé pour qu'il y ait plus d'inclusion des acteurs privés. Et lors de la précédente présentation, c'est vraiment les acteurs privés qui sont des moteurs pour faire augmenter cette technologie et ils font des choses que probablement la plupart des personnes dans les Nations Unies ne peuvent pas comprendre et c'est pour cela qu'ils doivent être actifs et avoir des experts. Et aussi, la société civile doit participer, les militaires, d'autres acteurs, afin de dire, je voulais dire que ces discussions continuent et donc, tout le monde sont intéressés à développer un nouveau traité entre la Chine et la Russie pour organiser cet espace de cyber. Et donc, il va y avoir certainement une discussion intéressante la semaine prochaine à New York. Donc, encore une fois, c'est vraiment très, très difficile aussi de garder le pas par rapport aux violations en matière de droits de l'homme et nous devons penser comment nous pouvons réagir d'une manière intelligente par rapport à ces défis. Comme je l'ai mentionné auparavant, mon organisation, Safety for Peace, est en train de faire une cartographie, une étude de cartographie sur l'utilisation des nouvelles technologies dans les services de sécurité privée. Et là, vous avez un petit peu un aperçu des objectifs. Nous essayons de fournir un aperçu des services de sécurité privés qui utilisent des nouvelles technologies qui vont être offertes à l'avenir et aussi d'offrir des descriptions à nos fournisseurs pour les clients et pour l'utilisation qu'ils font de cette
information, et aussi de mener une analyse des manquements, des lacunes, de ce qui est existant au niveau international, national et régional. Et aussi, je voulais dire que les résultats initiaux par rapport à cette étude, c'est l'explosion de services incluant cette nouvelle technologie. Il y a une tendance de développer des applications qui sont conçues afin d'appuyer la sécurité sans donner vraiment un intérêt aux droits humains. Et il y a aussi quelques lacunes en termes de gouvernance, car comment définir et inclure ces applications dans les cadres réglementaires, dans ce qu'on appelle dans les produits smart et dans les cadres réglementaires. Donc maintenant, il y a des produits qui sont utilisés qu'on appelle des smart produits et qui font des analyses d'informations qui avaient l'habitude d'être faites par des êtres humains, mais donc voilà, ils ont et on doit les définir dans ces accords d'import-export et dans ces traités internationaux. Et le défi encore posé par ces technologies, c'est un point très important à considérer. Et aussi avec l'évolution de l'intelligence artificielle dans les différentes offres de la sécurité privée, va être vraiment un grand changement. On va avoir des changements énormes dans les 10 prochaines années et comment on peut essayer un petit peu de relever ces défis posés par la technologie et qui vont se poser sur la scène très vite. Donc, il faut s'assurer que l'association est toujours capable de mener son travail avec tous ces problèmes. Anne-Marie, vous avez moins d'une minute pour clôturer. Donc, je voulais dire, vous allez très bientôt entendre de moi, car nous va envoyer un questionnaire vers les différents acteurs et on va avoir des entretiens et aussi vous voir très bientôt. Donc voilà, c'était tout. Merci. Vous avez mon adresse email si vous voulez me contacter et merci pour votre attention. Donc, excusez-moi de mettre un peu de pression car il y a questions qui tellement sont de choses présentées. Donc, qu'on doit traiter aujourd'hui. je suis en train Et d'échanger avec tout le je monde voudrais pour vraiment voir que nous m'assurer avons qu'il suffisamment de y temps pour a la deuxième suffisamment session pour d'espace pour tout le la monde pour clôture de parler. cette Donc, plénière. J'ai été c'était vraiment impressionnée fascinant dans par votre ta présentation, Anne-Marie. présentation, Ce sont les Anne-Marie. mêmes commentaires que pour C'est vraiment le le rôle rôle du joué par secteur privé le secteur privé et le fait que qu'ils doivent il y jouer, a déjà des technologies, surtout par rapport à des la technologie, applications. les applications, Tout ce les secteur technologies de est utilisé cyber déjà et par le essayer secteur privé. Donc, la d'implémenter question les bonnes également de pratiques. données, Il y de a aussi confidentialité des données, cela le sujet des a données émergé, privées, la notamment pour migration la aussi spéciale. migration Il y avait cette aussi une semaine et la reconnaissance reconnaissance claire également par Tobias faite par et Tobias et Chris également. par rapport La question de la aux réglementation problèmes des et aux lacunes lacunes qu'on trouve dans les et réglementations, le manque de l'absence de transparence. transparence Et il et y les a différents différentes rythmes aussi sur lesquels vitesses avec lesquels les parmi différents les acteurs acteurs. Donc, fonctionnent. voilà, Donc, on va passer nous à Anne. pourrions avoir des Encore une fois, questions vous après n'avez la pas beaucoup dernière de temps pour intervenante. parler afin de laisser un peu d'espace pour les questions Nous et allons réponses. voir Et c'est à vous quelle est la maintenant pour parler réglementation. Maintenant, les de 3 l'aspect intervenants précédents réglementaire. ont dit que Donc, vous avez dit que les le gouvernements droit n'est pas très ne vont important, pas donc le secteur travailler privé seuls doit jouer son et rôle. Des commentaires à ce sujet? donc, Ou voilà, est-ce que si vous vous allez pouvez dire nous autre dire chose plus sur concernant les le secteur réglementations. privé et ce à quoi il doit ressembler? Merci de cette invitation. C'est très bon d'être la dernière. La seule difficulté que j'avais, que je ne réponds pas à tous les points, mais je vais essayer d'être très succincte et brève. euh, Peut-être un peu plus que ce que je n'avais pensé au départ, lorsque j'ai réfléchi à cela et nous avions pensé que nous allions avoir une pré-réunion et penser à la nature des responsabilités pour la technologie numérique. Et lorsque j'ai commencé, je me suis dit, comment je vais présenter cela? Je me suis dit que j'allais être très
clair, 3 éléments que nous connaissons déjà et peut-être un autre élément que nous ne connaissons pas du tout et pour lequel plus de recherche est nécessaire. Je suis chercheuse, donc c'est là ce qui m'attend. Sur ce que nous connaissons, donc je pense que cela suit très bien. 16 centuries into this. Here we go. Now it should work. Okay. Voilà, cela devrait fonctionner. Donc maintenant, la première chose qui nous ne pouvons pas nous échapper de cette responsabilité en matière de sécurité, car, eh bien entendu, il y a des robots qui sont très intéressants, mais le problème réel est que la majorité des activités, et Anne-Marie l'a réellement présenté, est présenté par le numérique, s'appuie sur le numérique et nous avons de nombreux exemples dans ce domaine. Et vous avez déjà mentionné tout ce que j'allais dire. Cela signifie donc que toutes les sociétés de sécurité privée euh, sont confrontées à ce qui se produit lorsque vous localisez beaucoup d'activités dans le domaine du numérique. Et en fait, beaucoup de décisions prises dans le domaine du numérique. Je vais essayer d'éclaircir les choses. Une fois que nous traitons d'extrêmement grandes quantités de données et très rapides et de transferts très rapides, c'est ce que nous faisons lorsque nous parlons sur Zoom ou lorsque nous stockons des données et lorsque nous les analysons, eh bien, nous devons nous appuyer sur la technologie elle-même afin d'examiner ce qui se produit. Et donc, nous avons des algorithmes qui sont qui identifient constamment les anomalies et qui présélectionnent, car pour un humain, cela n'est pas possible en raison de la rapidité et de la quantité. Donc, il présélectionne ce que nous voyons et généralement, il y a toujours un humain ensuite dans la boucle qui prendra la décision. C'est un peu la base de tous les codes. Et ce que nous disons toujours à tous les niveaux. Le problème est que se produit-il lorsqu'il y a une erreur? Lorsque ces décisions ont des implications politiques pour la sécurité, nous n'analysons pas bien les choses et que nous ne pouvons pas échapper à ce problème. Et la majorité des personnes qui travaillent dans ce domaine reconnaîtront et conviendront de cela. Il ne s'agit pas simplement de robots qui prennent la place d'humains, mais ce sont des activités, pratiquement toutes nos activités, qui s'appuient sur le numérique. C'est donc la première chose que nous connaissons très brièvement. Deuxième élément que nous connaissons est que ceci fait de la réglementation très paradoxale dans le sens où, d'une part, et là, je pense que merci Chris, merci Anne-Marie et Tobias. D'une part, logiquement, parce que la question appartient à tout le monde réglemente. Donc, nous avons une prolifération de différents types de réglementation à tout type de niveau et sur toute une gamme d'acteurs. Et ceci est tout à fait légitime, car si nous ne pouvons pas échapper à cette responsabilité, nous essayons de traiter de cela. Et dans le rapport de l'UNIDIR, qui énonce également une initiative de réglementation dans le domaine de la cybersécurité, ils ont souligné dans leur un rapport, une gamme de normes techniques qui réglementent cela jusqu'au type de processus de haut niveau des Nations unies mentionné par Anne-Marie. Donc, nous avons, il ne s'agit pas simplement d'une prolifération d'activités, mais également une prolifération de réglementation et de responsabilités dans ce domaine, d'une part. D'autre part, nous avons également un sens d'absence ou une lacune
à laquelle Jamie a fait référence, car de façon générale, il est très difficile d'imaginer des façons par lesquelles nous pourrions tenir la technologie pour responsable. Et que faisons-nous les programmateurs? Bien entendu, il y a toujours un programmateur qui programme quelque chose. Et le plus facile est que lorsqu'il programme quelque chose de mauvais. Mais très souvent, même les algorithmes les plus basiques font prennent des décisions de sélection. Et comme nous ne connaissons pas le contexte, même lorsque la décision est supervisée, c'est-à-dire que quelqu'un l'examine, nous ne, nous ne connaissons pas son contexte. Et comme je l'ai déjà expliqué, il faut le connaître. Donc, il faut s'éloigner de cela. Et donc, nous avons cette difficulté. Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons dire aux vous, technologiques, algorithmes, vous êtes responsables? Ce ne sera pas très utile, nous ne pouvons pas revenir en arrière parce que c'est impossible de demander à un programmateur ou à toute autre personne euh, de tout connaître nécessairement. Donc, il y a un sens de vide ou de lacune qui est très difficile à remplir. Et bien entendu, ceci est la source, et j'ai ajouté cette photo ici avec les algorithmes. Et ici, est aggravé par le fait que nous avons ce sens du paradoxe, car par nécessité, nous devons exporter une grande partie des responsabilités de la technologie elle-même. Donc, j'ai copié ici un tableau que je ne peux pas expliquer en détail, mais qui émane de Kokai Yang, qui était le conseiller des Nations Unies pour l'élaboration de réglementation de l'intelligence artificielle ou différentes formes de réglementation algorithmique sont classifiées. Lorsque vous parlez de technologie, vous devez vous réglementer vous-même, car les choses sont tellement rapides que nous ne pouvons pas réellement savoir ce que vous faites. Donc, si cela n'est pas intégré dans la technologie, donc c'est une solution technique, bien entendu, mais c'est une non-solution dans un certain sens, car cela amène le problème au niveau supérieur. Donc, nous sommes dans ce paradoxe où il y a une réglementation partout et d'autre part, nous n'avons pas de réglementation. Donc, c'est la deuxième chose sur laquelle la majorité des personnes peuvent convenir. Et nous, comment traiter de cela, non seulement pour les sociétés privées de sécurité, mais pour les États, également pour les individus, pour les prestataires de services en ligne. La réglementation est morphe dans une certaine façon et une partie de cette nouvelle façon, l'IHL, les droits humains, les principes juridiques sont à prendre en compte. Donc, c'est une question de couche. Cela existe toujours, mais pour faire en sorte, pour arriver à la technologie, c'est-à-dire la partie la plus difficile, ce qui se produit est que la réglementation doit travailler. Si vous ne pouvez pas avoir cette responsabilité, vous ne pouvez pas tenir la technologie pour responsable, vous devez travailler autrement. Et donc, essayer de l'empêcher de réaliser des choses mauvaises. Donc, cela vient du rapport d'UNIDIR, mais j'aurais pu le prendre de n'importe quelle réglementation dans ce domaine. Vous obtenez différents cadres qui sont conçus afin d'empêcher les choses d'aller mal dans la technologie. C'est une façon qui est le morphage. Et nous savons que cela est très contextuel. Il y a différentes technologies, ce qui rend ceci aussi confus. Et il y a une grande différence si nous parlons de drones ou si nous parlons plutôt de protection de services sanitaires ou d'infrastructures critiques d'une attaque. Donc, dans tout ceci, il doit y avoir un sens du contexte. Nous devons mettre l'accent sur les normes techniques qui sont ajustées au contexte et nous avons également des réglementations
sous forme de renforcement de capacité conçu pour traiter du processus lui-même, le processus par lequel nous travaillons avec une responsabilité numérique. C'est un outil de renforcement de capacité. Cela revient très souvent car l'idée est non seulement que cela est extrêmement complexe, mais qu'il faut apprendre quelque chose de fixe, mais car cela change tout le temps. Et par conséquent, nous devons faire le suivi de ce changement et vous ne pouvez pas réellement régler une règle qui vous dit il faut faire ceci et ensuite cela doit changer. Vous devez avoir des croisements qui vous permettent de réfléchir précisément aux normes et aux cadres par lesquels vous pouvez travailler sur le contexte. Bien entendu, ceci est très bizarre d'un point de vue juridique. Nous avons des principes de base en matière de responsabilité, mais ici, il s'agit de quelque chose de différent. Et donc, les juristes ont passé beaucoup de temps à réfléchir sur les implications de ceci et sur les sociétés de sécurité privée. Il y a beaucoup de questions que l'on pourrait soulever, mais pour la discussion que nous avons ici, ce que je pense qui devrait être pris en compte est de quelle façon réfléchir aux implications de ceci afin que cela puisse être gérable, car nous pourrions établir une liste de toutes les complexités des milliers de réglementations et codes qui existent. Mais comment réfléchir à faire quelque chose de plus gérable pour la sécurité privée, ce qui concerne justement l'ICOCA. Et je pense donc qu'il faudrait réfléchir en termes de faire quelque chose d'utile et c'est là où il faudrait réfléchir comment le faire, comment concevoir donc une responsabilité numérique pour qu'il soit possible de voir à travers. Et j'utilise ce terme de conception. J'ai eu cette photo de Google. J'utilise ce terme de conception car cela dirige notre attention vers 3 ou 4 questions qu'il faut aborder dans ce domaine. Et la première est quel est l'objectif de cette responsabilité numérique. Et Tobias, merci beaucoup. Vous l'avez fait pour l'intelligence artificielle. Et si l'on réfléchit à cela dans le contexte du code de conduite, il faudrait spécifier quel type de questions sur lesquelles vous aimeriez mettre l'accent. Et je pense qu'il faudrait voir quel est l'objectif. Bien entendu, c'est la première question. Et la conception permet de réfléchir à l'objectif et les designers. Et la conception est donc un thème très important ici. J'utilise ce terme également parce que il est nécessaire d'avoir un sens de pragmatisme pour que les choses soient pratiques. Lorsque nous concevons un bâtiment, nous voyons que les personnes utilisent. Et ici, c'est tout à fait similaire. Il faut réfléchir à la façon dont on pourrait non seulement formuler des objectifs qui faciliteraient cela pour les sociétés, mais formuler cela de telle sorte que pragmatiquement, on pourrait travailler sur cela. Et il y aurait donc un équilibre sur la façon ces choses peuvent être lourdes. Et c'est aux membres de réfléchir à ces questions. Il y a un coût considérable. Cela revient très cher pour un pays pauvre d'offrir une cybersécurité, par exemple. Cela coûte une fortune. Par exemple, pour le Bangladesh, la Banque centrale a dû s'arrêter. Je vais vous donner encore 1 minute. Je n'ai pas besoin de plus. Désolée, je réalise que je suis allée bien plus loin que ce que je ne voulais. Et enfin, la question de
de rendre cela adoptable et attrayant pour que vous pourriez réfléchir au fait que le secteur privé qui se trouve en première ligne de la réglementation. Et j'aimerais vous parler de cette photo que j'ai prise sur Google, qui a une équipe de conception, là, comment concevoir ici quelque chose de qualité pour la technologie. C'est assez radical. Si vous voulez traduire cela dans la pratique, mais je ne dirai pas plus à ce sujet. J'espère que nous aurons une bonne discussion. Nous reviendrons certainement sur des points qui ont été mentionnés. Donc, trois éléments. La réglementation est paradoxale. Que je pense également pour votre association, comment vous pourriez mettre en œuvre cela à partir des points présentés par tous. C'est là où vous devriez mettre toute votre énergie et faire quelque chose de très utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Et vous avez résumé tout ceci à la fin, donc je n'ai plus besoin de résumer quoi que ce soit. Nous n'avons pas beaucoup de temps. J'étais un mauvais modérateur, je pense, mais le contenu était tellement important. Il y avait beaucoup de questions et cela a été une plateforme de consultation. Et donc, il nous reste 10 minutes peut-être. Nous avons quelques questions et je suggère que ce que nous pourrions faire peut-être, Tobias, vous avez une ou deux questions qui vous sont posées directement dans la boîte de discussion. Je ne sais pas si vous les voyez. Autrement, je vais les lire. Puis, vous avez également une question sur le cadre réglementaire international. Et, et puis, avec Anne-Marie et Anna, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez rebondir et qui vous semble particulièrement important, que vous appuyez ou qui vous semble ne pas être pertinent? Une fois que, et là, je vous donne 2 minutes à chacun et il faudra conclure. Donc, je donne la parole à Tobias tout d'abord et ensuite à Chris pour le cadre international réglementaire et ensuite Anne-Marie, Anna. Et si vous voulez rebondir sur ce qu'ont dit les intervenants, Tobias, vous avez 2 minutes, pas plus. Donc, je sais, merci beaucoup aux autres intervenants. C'était vraiment très intéressant. J'aurais passé des heures à discuter encore de ces points, mais je resterai très bref. Pour répondre à votre question, c'est comment les sociétés privées peuvent utiliser les données pour créer un engagement positif et un espace sûr. C'est une question très importante. Vous avez également l'intégration des données dans l'analyse. Je pense que c'est très intéressant. Et là, je suis en train de réfléchir en termes de conformité, de programmes de conformité, et tout particulièrement des programmes de conformité relatifs à la collecte de données et au stockage de données. L'intelligence n'est pas le programme, ce sont les données. C'est les données. Et c'est un point très important. Vous pouvez avoir des données biaisées, comment reprogrammer les systèmes pour minimiser ces biais et comment traiter de la rareté des données. Ce sont des questions très importantes et il faut des procédures de conformité. Et les États, du moins du point de vue militaire, travaillent dur car ils savent bien que obtenir les données et éviter le piratage des données, les stocker sont très importantes. Béatrice, il y a une question relative à la commercialisation ou au partage lorsque les sociétés ont des cyberincidents. C'est une approche très intéressante
Nous savons tous que les entreprises n'aiment pas trop notifier lorsqu'il y a eu des violations de leur système, mais il faudrait réfléchir à cela, étudier cela et je pense à l'exportation de données. Il faudrait des accords peut-être sur l'échange d'informations confidentielles entre États et entre sociétés sur la cybersécurité ou les agences d'État qui coordonnent ceci pour que cela n'arrive pas au public. Et vous pourriez peut-être partager ces informations. Ça pourrait être une approche en ce qui concerne la question, est-ce qu'il y existe des solutions? Je suis certain que tout le monde dira la même chose, qu'il ne doit pas y avoir d'action d'attaque. Je, je pense que cela peut être très dangereux. Merci beaucoup, Tobias. Euh, La discussion se poursuivra l'année prochaine après ce webinaire. Nous entrerons plus dans les détails. Chris, vous avez une question sur le cadre réglementaire international et sur la façon de réglementer les questions liées à ce que l'on appelle les mercenaires, les cyber-mercenaires et vos recommandations pour le cadre international réglementaire et comment faire le suivi de ces changements. Vous pourriez peut-être nous donner toutes vos réponses à tout ceci. Merci beaucoup, Jamie. Pour le groupe de travail, la mise en œuvre d'un instrument obligatoire ou un instrument international obligatoire qui fournisse tout en ce qui concerne les réglementations des activités, pas simplement ceci, mais également un cadre qui puisse avoir également clairement des jalons, des références bien claires pour sanctionner les acteurs ou les acteurs non étatiques qui violent les droits humains. Actuellement, l'ICOCA est probablement le seul acteur qui est en mesure, d'une certaine façon, de fournir une forme d'orientation pour ses membres, mais nous pensons que ceci seul ne suffit pas. ICOCA n'est pas en mesure de réglementer les États et c'est là où les Nations unies doivent intervenir, de même que l'Union européenne et les acteurs de l'Union africaine également deviennent importants, car ce sont des entités qui sont membres d'États. Et si les États peuvent se rassembler pour mettre en place des instruments obligatoires qui puissent fournir ces paramètres pour la surveillance, le contrôle et les sanctions, eh bien, nous serons mieux positionnés mondialement pour avoir des acteurs qui soient déployés, que ce soit les sociétés militaires et de sécurité privée ou avec les mercenaires également qui travaillent avec les États, qui peuvent être utilisés par les États qui n'opèrent pas dans le vide, qu'il y ait des règles en termes de responsabilité et ces règles les rendra responsables de leurs actions. Merci. Merci, Chris. J'ai vu votre main, donc vous étiez très affirmatif sur le rôle des États et qui soient tenus pour responsables également. Je donne la parole à Anne-Marie. Je ne sais pas si vous avez suffisamment de temps pour rebondir sur ce qu'ont dit les autres intervenants ou aborder d'autres points. 2 minutes très rapidement, oui. 2 minutes. Peut-être que je pourrais développer la réponse à la question de Béatrice. Et il y a des discussions actuellement à l'échelle internationale qui mettent l'accent sur ce que l'on appelle le cadre normatif pour le comportement irresponsable et l'importance dans le domaine de contrôle efficace de mauvais acteurs dans ce type de système. En fait, l'une des normes qui ferait partie de ce cadre normatif serait les vulnérabilités afin de partager lorsqu'il y a des vulnérabilités, attirer l'attention des États et des acteurs privés également. L'idée
qu'il faudrait réduire l'instabilité du cyberespace. Comment cela doit se faire, cela n'est pas encore très clair. Il y aura peut-être une discussion du groupe de travail qui examine la responsabilité des comportements dans le cyberespace. La semaine prochaine à New York et au mois de janvier, il y aura également des réunions sur le traité des cybercrimes. Ce sont des activités qui pourraient tomber dans le cadre de ce cyberespace et cela se fera à New York. Et il y a différents comités des Nations Unies qui sont en train d'étudier cela. Il y aura un premier comité, mais avec des points de vue très différents. Il y a un point de vue qui examine un autre traité sur la cybersécurité dans le cadre de la responsabilité des États et un autre qui concerne. So I just leave you with that little update of what's going on at the UN. I'm very actively involved in all of this as well, so I'm happy to, and I'm trying to make the kind of the link between these different processes, such as ICOCA, and then what's happening at these other discussions. So with that, thank you very much. It's been a pleasure being here, and I wish you all a nice evening. Thank you, Emery. That was a great ecosystem that you painted there. And last but not least, Anna, likewise, you have a quick couple of minutes if you want to bounce off something that someone else said or add something. Yes, just super quickly and along the lines of continuing the sort of general provocation stance here. So I think there's we tend to not work with the shifts that's taking place in regulatory thinking. And I think cyber mercenary is a very good example of this. So hackers became information system specialists. We need them all the time. There's a huge market for them. They are actually the cyber mercenaries. And of course, the fact that we have a market through which we hire these people sustains accumulation of basically the accumulation of vulnerability. How do you provide cyber security? Well, you encourage people to hack so that you find where the vulnerabilities are and so on and so forth. So we're sort of having a very hard, the categories with which we're working are very inadequate for the kind of solutions that we're proposing in the, so that's all I want to say. Okay, No, that's 1 fantastic. minute. No, but that's perfect. And maybe I should say yeah. also blurs the distinction between offensive and defensive very often. Yeah. It's very difficult actually to distinguish the two. So I have that. Perfect. Thank you very much. And I think it's great because what the four of you done, and yes, we've gone over a little bit, so I apologize to the listeners, but I think it was worth it because there was a lot of rich material that was brought forward from your various presentations. I will definitely not try to summarize this. Je ne vais pas essayer de résumer tout ceci, sauf pour vous dire qu'il y a beaucoup de rapidité, il y a un problème d'acteurs impliqués, il y a une reconnaissance du secteur privé également en tant qu'acteur majeur pour le développement et pour les principes et l'éthique. Il y a une reconnaissance également de la part de votre part à tous et avec un cadre réglementaire, même s'il y a des initiatives en concurrence, cela n'est pas parfait et donc nous devons développer cela pour mettre quelque chose en place. Le défi que je perçois par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au type de technologies qui sont développées, c'est la vitesse de développement du cadre réglementaire. Donc, il faut voir qui arrive en premier. Donc, merci à vous quatre de cet échange d'idées. Après cette tempête de neige à Genève, cette discussion se poursuivra après ce webinaire l'année prochaine. Nous vous recontacterons. Si vous voulez partager vos PowerPoint, n'hésitez pas à le faire et nous les rendrons disponibles.